La démission de François Legault qui fait réagir. Olivier, on peut nous joindre en tout temps dans cette émission pour ajouter son grain de sel. Absolument, au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On semble donner tranquillement pas vite des idées de successeurs. Là. J'ai Bernard Drinville qui sort énormément dans les commentaires, mais aussi d'un autre côté, on voit comme quoi que la CAQ est complètement décimée. Donc là, c'est encore une fois très partagé. On est très heureux de vous entendre. Le cas de François et Chantal sur la messagerie texte, est-ce que les régions ont été trop souvent ignorées par la CAQ? Rappelez-vous de cette sortie, ce député maintenant indépendant, Pierre Dufour, qui lui avait fait une sortie, comme quoi il n'y avait pas de ministre responsable de la région Abitibi-Témiscamingue, qui avait fait une sortie publique. Puis finalement, sa sortie lui a mérité il a été exclu de la CAQ, finalement du caucus de la CAQ. Et la vie fait bien les choses, peut-être. C'est finalement le premier ministre François Legault qui est devenu ministre responsable, mais M. Pierre Dufour est devenu, par la suite de cette sortie, il est devenu ministre indépendant. D'ailleurs, l'indépendant, il y en a beaucoup des ministres indépendants. Je vais faire une phrase complète, mais ils sont 10. Il y a plus de députés indépendants qu'il y a de députés péquistes. Là, présentement, ça aussi, c'est un point assez inusité à ce temps-ci de l'année. Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est, est avec nous, qui est exclu du caucus depuis le 5 décembre dernier. Bienvenue à Cube. Septembre. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi, vous, à la suite de cette annonce aujourd'hui? C'est pas une grande surprise. Je pense que M. Legault, et j'étais encore à la CAQ là, à ce moment-là, ce qui a été travaillé naturellement, les projets de loi qui ont été faits dans la dernière session parlementaire, je pense que c'était en ligne pour espérer améliorer la situation des sondages puis faire en sorte que la Coalition Avenir Québec puisse reprendre un peu le haut du pavé, ce qui ne semble pas avoir été le cas avec les sondages qui ont suivi. Donc, je crois que la période des fêtes a permis à M. Legault de quantifier un peu tout ça, de revoir un petit peu la stratégie qui avait été mise en place et faire en sorte de dire que finalement qu'il n'était peut-être plus la personne ressource qui devait être le chef et le premier ministre de la Coalition Avenir Québec pour la suite des événements pour l'élection d'octobre 2026. Donc, je pense que c'est pas une grande surprise. Par contre, c'est sûr qu'un départ d'un premier ministre, que ce soit M. Legault ou d'autres, c'est toujours quand même un événement majeur et marquant. Pour vous, ça a été quoi l'impact vous trouviez à la base que l'Abitibi-Témiscamingue était mal représentée. Ça a été quoi les impacts? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous avez vu comme trou, comme conséquence pour la population? Moi, ce que je vois, c'est, au niveau de la Coalition Avenir Québec, c'est deux situations. 2018, une élection qui fait en sorte qu'on change les paradigmes au niveau politique québécois depuis plusieurs années. On arrive, on fait quand même des améliorations sur plusieurs fronts. On tombe aussi en pandémie. Je pense qu'on passe quand même très bien à travers tout ça, ce qui fait en sorte qu'on arrive en 2022. On devient majoritaire, mais pas simplement avec 70 députés. On tombe autour de 90 députés à ce moment-là. Et je crois que la composition du cabinet ministériel de 2022 a eu une influence sur la suite des événements qui s'est poursuivi. Ce qui veut dire par là que des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, le nord du Québec, le Lac-Saint-Jean, tous des régions éloignées qui avaient des forts potentiels avec des bonnes qualités de gens qui ont été élus, ont été totalement mis de côté et on s'est retrouvé avec un conseil des ministres de gens de la Montérégie, de la Naudière, Laurentide et de Québec davantage. Donc, je pense que cet aspect-là a eu un impact sur la suite des événements qui fait en sorte que les régions n'avaient pas un très gros vocable au niveau du conseil des ministres, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être vu une stagnation dans tout ce qui se passait dans les régions du Québec. Mais ça, c'est frustrant. Là. Moi, je suis originaire de la Côte-Nord. Puis, honnêtement, même pas juste sous la CAQ, là, souvent, puis ça doit être la même chose en Abitibi, les régions ont l'impression de jamais être considérées. Les enjeux régionaux, c'est comme si ça passait en 12e point. On a beaucoup parlé du 3e lien. Assurément, quand tu vis sur la Côte-Nord puis qu'il n'y a pas de pont à Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, tu as toujours l'impression qu'on t'entend pas. J'ai l'impression que moi, j'ai déjà vu des jeunes ne pas vouloir voter en région parce qu'ils se disent de toute façon, ça va servir à quoi? Quand le gouvernement en place est là, il se fout littéralement de ce qu'on vit, nous, en région, comme si on était une sous-catégorie. Est-ce que c'est comme ça que vous le sentiez aussi? Ce qu'on sent, c'est qu'on est des régions titrées comme des régions ressources. On a une valeur économique. D'ailleurs, la Côte-Nord, présentement, a fait aussi le même cheminement que l'Abitibi-Témiscamingue avec une étude économique sur le déficit fiscal versus les investissements publics qui se fait sur la Côte-Nord. Et ça fait en sorte que
nos milieux de l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le nord du Québec, le lac Saint-Jean particulièrement, pas vraiment la ville de Saguenay, mais le lac Saint-Jean, tous ces secteurs-là sentent qu'on est encore une fois sous le modèle de colonisation. Ça veut dire qu'on extrait les ressources, on envoie les ressources, mais on est pourtant un joueur économique majeur pour le développement du Québec en entier. Et c'est ça qu'on essaye de promouvoir présentement, parce qu'on est attractif présentement avec les métaux de fer, avec les métaux d'or, etc., et la stratégie des métaux critiques qui s'en vient aussi. Donc, si on n'est pas considéré quand on est attractif, imaginez-vous quand que ça va pas bien dans nos régions. À ce moment-là, on est doublement moins attractif et c'est pas là que se fait les investissements publics à ce moment-là. C'est ça un peu qu'on décrit présentement. Mais puis aussi, d'assurer une vitalité dans nos régions, là, parce que souvent aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on coupe des postes terrains en région pour ouvrir des bureaux à Montréal. Moi, je l'ai entendu régulièrement, ça, peu importe le gouvernement en place. Et je crois, en tout cas, le public, ce qu'on lit beaucoup sur la messagerie, c'est que plusieurs avaient espoir que M. Legault allait être le ministre des régions. Je pense que c'est ça qui a déçu aussi. En tant que premier ministre, il avait quand même travaillé, si vous vous souvenez, son projet au niveau du Saint-Laurent particulièrement, mais on voit que le projet du Saint-Laurent, moi, quand j'ai fait une intervention une fois dans une période de questions, j'ai dit dans votre livre, vous avez seulement que le mot Abitibi-Témiscamingue une fois dans tout le concept de votre livre que vous avez écrit. Donc, on a de la misère à se retrouver dans un projet de société au niveau de la Coalition Avenir Québec, au niveau des régions éloignées. Je pense que c'est ça qui est l'enjeu principal aujourd'hui. Et l'objectif, moi, que j'ai comme député indépendant présentement, c'est de faire en sorte que les différents partis politiques, lors de l'élection d'octobre 2026, mettent dans leurs programmes électoraux des enjeux et des éléments, par exemple, pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, et puis je pense que la Côte-Nord va faire la même chose. Mais il faut que les députés de la Côte-Nord aient cette audace-là aussi. Moi, je l'ai eu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a la même audace. C'est pas évident. Mais vous, est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections? Pour l'instant, j'ai aucune idée. Pour l'instant, moi, je travaille un élément présentement que je veux déposer à la fin du mois de février. Je suis en discussion avec différents élus locaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment mon orientation pour les prochaines semaines et les prochains mois avant de penser de me représenter en octobre 2026. Question pour vous, M. Dufour. Vincent de Montréal vous demande, est-ce que vous allez revenir à la CAQ suite au départ de M. Legault? Comme je viens de mentionner, présentement, mon objectif, c'est pas de revenir à la CAQ ou de me lancer avec un autre parti. Présentement, mon objectif, c'est de faire en sorte que le dossier de l'Abitibi-Témiscamingue soit véhiculé au Parlement, soit véhiculé à travers les différents programmes électoraux des partis qui vont se présenter en octobre 2026. C'est ça qui est mon objectif en tant que député indépendant, puis c'est là-dessus que je mise toute mon orientation politique pour les prochaines semaines. C'est quoi les principaux enjeux que vous aimeriez faire entendre? Écoutez, je vais prendre le cas de chez nous parce que c'est le cas que je connais davantage. Ouais. On a chez nous la belle réponse qu'on se fait toujours dire, vous êtes 1,7 % de la population, mais écoutez, on vous donne 2 % du budget public du gouvernement, donc contentez-vous de ça. C'est qu'on a une désuétude de nos infrastructures publiques, que ce soit routières, hôpitaux, etc. Nos écoles, on a de la misère à avoir des sous pour agrandir une école, malgré qu'on a une population qui augmente sur certains endroits, etc. Donc, c'est tout cet aspect-là présentement. Puis pendant ce temps-là, on va investir 1 milliard sur une toiture de stade olympique, des choses comme ça. C'est difficile à accepter quand, exemple, l'Abitibi-Témiscamingue actuellement produit entre 10 et 12 % du PIB provinciaux. Donc, c'est cet aspect-là qu'on dit, on veut avoir des sommes pour éviter la désuétude de nos installations, parce qu'on l'a montré justement par l'étude. Si on continue de même, d'ici 10 ans, mais c'est pas $1 dans le déficit fiscal qu'on va avoir. On va être rendu à 666 millions et compagnie. Donc, on n'arrête pas d'augmenter les problèmes. Donc, si on veut pas devenir une région flying, fly-out ou driving, drive-out, comme on dit en bon anglais, donc il faut éviter ces situations-là, puis il faut que le gouvernement prenne acte de ça, et ce n'est pas justement un simple enjeu, c'est un enjeu que ça doit s'adresser l'ensemble des partis politiques.
Puis de revitaliser nos régions, je veux dire, ça peut être une solution aussi. Là, on dit qu'à Montréal, il y a beaucoup de monde, on trouve pas toujours de logements, les emplois, le trafic. En région, on l'a pas. Ça peut être une clé, là, ça peut être une des solutions. Dernièrement, on a eu la situation, là, il se passe la situation de l'immigration. On a entendu dire justement par le ministre de l'Immigration qu'il y avait avec le nouveau programme, des lettres d'intention qui ont été envoyées, etc. Mais l'information que j'ai par les gens qui travaillent particulièrement dans ce domaine-là au niveau de la région, c'est qu'au-delà de 50% des lettres qui ont été envoyées sont dans la région de Montréal, Montérégie. Donc, c'est sûr et certain, si on considère une région comme la Montérégie, comme une région au même titre que l'Abitibi-Témiscamingue ou la Côte-Nord, j'ai un problème avec cet aspect-là. Là. Qui, selon vous, pourrait ou devrait remplacer M. Legault? Difficile à dire. Je pense que, vous le savez, la structure de la Coalition Avenir Québec, M. Legault, de la manière que ça avait été construit, aurait même pu se déléguer quelqu'un comme un président qui quitte puis qui prépare son remplaçant. Ce qu'on voit ou ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une nomenclature gouvernée par le Conseil exécutif de la Coalition Avenir Québec. Et on verra qui se mettra sur la ligne de départ. On entend parler toujours des noms comme Simon-Jolin Barrette, Mme Guilbeault, Mme Lebel, M. Drainville. Ça sera de voir qui est prêt à... Mais M. Dufour, ça, c'est une réponse de politicien, là. Vous pensez quoi? Moi, de mon côté, au niveau de la... Moi, j'ai côtoyé plusieurs personnes dans ces potentiels-là. Puis la perception, des fois, il y a la perception et il y a le travail de terrain que certains de ces ministres font. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai travaillé des dossiers avec Mme Guilbeault, avec M. Drainville, avec M. Barrette particulièrement, c'est Simon-Jolin Barrette. Et je peux juste vous dire une chose, ce sont 3 personnes qui ne se laissent pas gouverner par le ministère, qui ont de l'audace et qui sont prêts à vraiment confronter le ministère en question dans lequel il gouverne. Donc, c'est sûr que moi, j'affectionne davantage ce type de ministre-là que ceux qui ne suivent davantage la parade. Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est, on vous souhaite une belle journée. Bonne chance avec vos dossiers. Merci. Aussi.